Alors, on va commencer par Jérôme Le Banner contre Bombardier. Donc Bombardier qui devait revenir, vous le savez, en début d'année, on avait fait une interview, on avait eu la chance de l'interviewer, il devait revenir au KSW contre Mariusz Pudzianowski, qu'on a aussi pu interviewer si vous avez vu un petit peu notre recap où on était parti avec Rust et avec Polydomso en Pologne pour le retour de Saladin Parnasse. Et donc, en gros, ce qui se passait, c'est que son top, image top, ça progresse. Ben oui, les gars, oui, non, petit à petit, ça devient fluide et tout, ça se passe bien. D'ailleurs, lundi, avec Polydomso, on va décortiquer toute la carte ensemble. Donc si vous avez des questions pour cette carte-là de l'UFC 265, Gann contre Lewis, rendez-vous lundi à 16h tapante. On sera ensemble pour je ne sais pas trop combien de temps, mais voilà, on va faire les choses bien, et oui, petit à petit, la sueur fait son nid, Mr. Haywire. Donc Jérôme Le Banner contre Bombardier. Donc ces deux vétérans, Bombardier devait revenir contre Mariusz Pudzianowski au KSW, qui aurait été un vrai test pour lui, hein, parce que c'est vrai que Bombardier, 44 ans si je ne m'abuse, si vous voulez, on peut avoir quelques petits regrets concernant Bombardier, dans le sens où deux fois roi des arènes, lutteur sénégalais d'exception, un des plus grands, mais il est arrivé assez tardivement finalement en MMA, pour l'instant 2-0 en carrière, TKO en 2018, TKO en 2020, et face à Mariusz Pudzianowski, moi en tout cas, je pense que ça aurait été un vrai test pour lui, de se mêler à pas quelqu'un qui est à un niveau élite de chez élite, mais un vrai combattant de MMA, et qui lui aussi vient d'un autre sport, Mariusz Pudzianowski, donc le Polonais, qui est ancien World Strongman, qui a été l'homme le plus fort du monde, je crois, je sais pas exactement combien de fois, mais plusieurs fois, ça c'est sûr. Donc, il a eu une crise d'appendicite Bombardier, ce qui fait qu'il n'a pas pu, malheureusement, tenir sa place pour le main event, et donc, son vrai premier gros test qu'il aurait pu avoir en MMA, malheureusement, ça ne s'est pas fait là. Contre Jérôme Le Banner, il y avait des discussions, il y a eu plusieurs fois un événement qui a été annoncé, puis repoussé en France à cause du Covid. Il y avait notamment... c'était Peter Hart qui était aussi annoncé sur cette carte-là, et là finalement, ça a été officialisé par le promoteur Kader Marouf le 25 septembre prochain, donc Jérôme Le Banner contre le B52 Bombardier, qui doit se dérouler à la Canopée, donc c'est le Palais des Sports de Pierre-Bénite dans le 69. Voilà, un combat entre deux vétérans qui a l'air de vous intéresser. Personnellement, moi je trouve que c'est une belle opposition de style, parce que Jérôme Le Banner, donc kickboxer, comme vous le savez tous, palmarès long comme le bras, même si, et oui, il y a ces deux défaites, malheureusement, en finale du Grand Prix du K1. Jérôme Le Banner, qui a une certaine expérience en MMA, qui s'entraîne au MMA Factory, qui est d'ailleurs, je crois, le capitaine honorifique ou capitaine de l'équipe du MMA Factory. 48 ans aujourd'hui, 4-3 en MMA, dernière victoire au HIT, donc qui est l'organisation coréenne de MMA. Jérôme Le Banner, à chaque fois qu'il a fait des combats dans cette discipline, il a déjà... Ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours eu un intérêt. Fernand Lopez avait dit, je crois que c'était dans King Energy, dans tout début de King Energy, il avait dit que, effectivement, selon lui, si Jérôme s'était mis au MMA plus tôt, il aurait été top 10 mondial assurément. Comme Bombardier, on a deux personnalités qui là sont des experts dans leur discipline de prédilection, mais qui se sont mises un petit peu tardivement en MMA. Jérôme Le Banner, il a eu du succès, il a eu des défaites. Chaque fois qu'il a eu ces défaites, c'était justement parce qu'il était dépassé au sol. Soit face à Ishii, qui est un ancien judoka, ou alors justement deux soumissions et une défaite par décision unanime. Là, ça peut être intéressant, parce que c'est vrai qu'on a d'un côté Bombardier, lutteur sénégalais, si vous avez vu Grog récemment, bah effectivement, ça reste assez rudimentaire pour du MMA, mais il y a pas mal d'armes intéressantes à développer pour le sport. Et de l'autre côté, Jérôme Le Banner qui a montré qu'il pouvait finir des adversaires en leg kick, et là il pourra, pourquoi pas,
avec un bombardier qui sera assez statique, qui cherchera sans doute justement à avoir une projection, à envoyer Jérôme Le Banner au sol, mais Jérôme pourra essayer, pourquoi pas, justement de désarçonner le Sénégalais de ce côté-là. En tout cas, bon, il y en a pas mal c'est un peu contrasté au niveau des réactions. Il y en a certains qui disent ouais non mais pourquoi est-ce que les gars combattent? Là moi ça me dérange pas vraiment ce genre d'opposition. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat et puis en commentaire sur YouTube. On a deux gars qui sont quadragénaires, 44 ans d'un côté, 48 ans d'autre, qui n'ont pas énormément d'expérience en MMA, donc c'est pas, en tout cas à mon sens, hein, sur le papier, un duel complètement déséquilibré. Vous avez pas un mec qui est jeté en pâture à la nouvelle génération juste pour hyper un dégât. Là, il y a vraiment ce côté, pour moi, même si j'espère en tout cas qu'ils vont être très bien payés pour cet événement-là, deux gars qui ont eu une carrière énorme derrière eux, et qui là veulent toujours prendre du plaisir et prendre des combats. Donc ça me dérange pas énormément. On sait que c'est en MMA, on sait pas en combien rounds ça va être pour l'instant, mais si vous voulez quelque chose qui se dispute en 3 rounds entre deux gars, par exemple là, récemment quand on est allé au KSW, c'était Mariusz Pudzianowski contre l'ancien champion du KSW je crois que c'était chez les light heavyweight qui la revenait en heavyweight. Ok, ça a été un vrai combat, c'était pas une exhibition, mais on voyait que c'était deux vétérans, deux gars qui sont là parce qu'ils veulent être là et qui prennent du plaisir. Il n'y a pas du tout ce côté qu'il peut avoir lors de certains combats. Je pense par exemple à Tito Ortiz contre Chuck Liddell 3, où là ça faisait vraiment peine à voir. Là on a deux gars qui sont plus ou moins au même moment de leur carrière, qui ont aujourd'hui envie de faire du MMA, qui va mettre pas mal de lumière, je pense, sur la discipline aussi, et à mon sens, ça peut être assez intéressant. Après, je sais pas du tout ce que vous en pensez, qui vous voyez gagner particulièrement, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'était assez intéressant parce qu'on a fait des publications sur Instagram, sur Twitter à propos de ça. C'était assez contrasté, et d'un côté, il y en a pas mal qui mettent en avant justement la lutte sénégalaise qui devrait pouvoir permettre à Regrog de s'imposer, et de l'autre qui parlait bien évidemment du pédigré énorme de Jérôme Le Banner en kickboxing, et c'est vrai que là il y aura une véritable opposition de style entre les deux. Alors on a un commentaire de Guy sur la durée. Regrog risque d'avoir de la peine, c'est l'archétype du mec explosif avec peu d'endurance. Si Jérôme travaille au corps, il obtiendra la victoire. Oui, ça peut être aussi intéressant effectivement pour Jérôme Le Banner. Oui, pour Regrog, donc première défaite en MMA pour lui assez récemment au ONE FC, qui a fait ses débuts en MMA à Arès avec une superbe victoire face à Sofiane Boukishou, et qui depuis est parti au ONE FC. C'est vrai que sur Regrog, là ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir comment il va revenir, et je partage complètement l'analyse. Pour l'instant, il n'a pas vraiment eu, à mon sens en tout cas, d'adversaire qui lui a permis au ONE FC de vraiment se jauger, et qu'il y ait une véritable progression, parce que c'était des gars où justement ils pouvaient se permettre de mettre la pression, d'être à 150% sur un round complètement, et justement ensuite d'arriver à les mettre au sol et de les finir par TKO. Donc, lors de sa première défaite, ça a été intéressant parce que là, il est tombé sur quelqu'un qui justement a réussi à résister à cette pression de la part de Regrog, qui est pas forcément, vous avez pu le voir lors d'Arès, et puis même désormais, il se déguise pas forcément, je veux dire, il se protège pas forcément quand il met la pression, il avance en ligne droite. Donc, sur la durée, et si il affronte des adversaires d'un autre calibre, ça pourrait être assez dangereux pour lui. Donc ça va être intéressant de voir un peu ce qui se passe pour lui pour la suite de sa carrière, parce que pour l'instant, c'est vraiment force brute, diamant brut, qui a vraiment besoin d'être poli s'il veut aller à l'UFC ou dans d'autres très très grosses organisations. Il était totalement vidé à la fin du premier round, oui, complètement. C'est vraiment ça, faut aussi qu'il travaille là-dessus, d'avoir un game plan, mais c'est très compliqué aussi quand vous êtes quelqu'un qui, sur le début de votre carrière, vous roulez sur tous les mecs en un round, et forcément ensuite quand vous passez contre quelqu'un qui arrive à vous résister, là ça change pas mal de choses. On va passer maintenant au deuxième sujet du jour. Et oui, Michael Chandler contre Justin Gaethje. Donc ça fait un moment, pour vous rappeler le contexte, Justin Gaethje qui est classé numéro 2 de la catégorie lightweight, Michael Chandler classé numéro 4. Lors de son dernier combat, Justin Gaethje est tombé par soumission au deuxième round face à Khabib Nurmagomedov, c'était en octobre dernier. De son côté, Michael Chandler, lui, s'est incliné lors de son title shot face à Charles Oliveira, donc pour le titre vacant lightweight, il s'est incliné face à Charles Oliveira par TKO
au deuxième round après avoir sonné Charles Oliveira. Depuis, il y avait énormément de discussions entre les deux hommes, Chandler qui voulait ce combat-là, qui regarde toujours vers l'avant, ça c'est assez intéressant avec Chandler, hein. Si vous voulez, il est arrivé, 35 ans, Michael Chandler, ancien champion du Bellator, donc dans une situation un petit peu compliquée, parce que le Bellator, si vous voulez, aux États-Unis en tout cas, c'est le plus gros rival de l'UFC. Il est mis dans le bain face à Dan Hooker, numéro 4 de la catégorie, donc ça donne un peu le ton, il le finit au premier round, et ensuite il fait un call-out qui est assez... L'interview d'après-combat de Michael Chandler est assez folle, parce que c'est vrai que le mec est particulièrement attendu, il est tanké comme... Voilà, si vous avez vu John Cena dans le dernier Suicide Squad en Peacemaker, c'est exactement ça, et il call out quasiment toute la catégorie. Ensuite, l'UFC, sans doute, dans une volonté de vraiment tourner la page Khabib Nurmagomedov, ils font Charles Oliveira contre Michael Chandler pour la ceinture. Pourquoi ces deux hommes? Parce que c'est les deux les mieux classés qui n'ont toujours pas affronté Khabib Nurmagomedov. Et là, Michael Chandler, dans son style que vous connaissez, premier round de feu, et ensuite il se fait finir par Charles Oliveira, et donc là, depuis, il voulait affronter Justin Gaethje, et Justin Gaethje qui était un petit peu porté disparu dans cette catégorie, parce que c'est vrai qu'il y avait Michael Chandler qui parlait énormément, Islam Makhachev derrière qui pousse pas mal, désormais Islam classé numéro 5, et Justin Gaethje, on n'avait pas tellement de nouvelles autour de lui. Il y a Justin Gaethje qui est managé par Ali Abdelaziz qui est le manager de Beneil Dariush, de Justin Gaethje, d'Islam Makhachev et donc de Khabib Nurmagomedov. Et là, les deux hommes vont s'affronter le 6 novembre prochain, selon toute vraisemblance, au Madison Square Garden de New York. UFC 268, sans doute en co-main event, hein, je préfère pas me mouiller, mais à mon avis ça va être ça. Le main event, c'est Colby Covington contre Kamaru Usman. Là aussi, grosse revanche particulièrement attendue. En tout cas, l'UFC, ils mettent les formes, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi là, ils sont en train de nous préparer une très grosse carte pour leur retour. La dernière fois que l'UFC était venu au MSG, c'était en 2019, Jorge Masvidal, Nate Diaz. Comme main event, c'était Darren Till contre Kelvin Gastelum. Le reste de la carte était pas mal. Je crois qu'il y avait Derrick Lewis. Je crois qu'il y avait Derrick Lewis contre Blagoy Ivanov. Et peut-être, mais là j'ai peur de... ouais non, je crois que c'est ça. Après, l'autre combat c'était Chris Weidman contre Jacare Souza, mais ça c'était l'année précédente quand il y avait eu Daniel Cormier contre Derrick Lewis. Bref, revenons à nos moutons. Michael Chandler contre Justin Gaethje. Ça va être très chaud. Si vous voulez, il y a le premier round qui... Il ne faut pas le manquer, les gars. Ce qui est sûr, de toute façon, sur ce combat-là, il y a quelqu'un qui le disait dans le chat, je suis assez d'accord, j'espère que l'UFC déjà, même si ce combat-là n'est pas pour la ceinture, j'espère que l'UFC va le faire en 5 rounds. Comme ils l'ont fait pour Nate Diaz contre Leon Edwards, comme ils l'ont fait pour Nick Diaz contre Robbie Lawler à venir. Il faut que ce combat-là soit en 5 rounds, et il faut que l'UFC mette les petits plats dans les grands, qu'on se rende bien compte que là, c'est un combat qui n'est pas comme les autres. C'est un combat où un des deux gars va se faire finir. D'un côté, Michael Chandler, 22 victoires en carrière, 17 finitions pour Michael Chandler. De l'autre, Justin Gaethje, toujours plus de bonus, bonus d'après-combat à l'UFC que de combat. Il est à 9 bonus en 8 combats à l'UFC. C'est complètement dingue, et surtout qu'il affronte le top de la catégorie. Le 2 contre le 4, donc vraisemblablement, est aussi un des futurs title shots qui peut-être se dispute entre les deux hommes. On va avoir un premier round, les gars, ça va être la folie. Ça va être la folie, parce qu'on va avoir d'un côté un Michael Chandler qui, comme à son habitude, va mettre une pression de fou sur Justin Gaethje. Justin Gaethje, vous l'avez vu, je pense que Michael Chandler l'a vu aussi, évidemment, puisqu'il était... Oui, il était présent à la Fight Island d'Abu Dhabi. Justin Gaethje qui a un petit peu de mal quand on lui impose une pression ultra suffocante. Souvenez-vous, contre Khabib Nurmagomedov, après le premier round, et c'était assez surprenant, il avait plus du tout de jus. Mais, et c'est pas un petit mais, pour Justin Gaethje, donc vous allez avoir un premier round où, si vous voulez, c'est 50-50, ça peut aller des deux côtés. Parce que si Michael Chandler est un énorme cogneur, sans doute le plus gros cogneur de la catégorie, quand il envoie son bras arrière, il s'expose pas mal. Et Justin Gaethje a montré qu'il avait de très grosses capacités de contreur. Donc là, c'est hyper intéressant parce que vous allez avoir vraiment un premier round où les fameux car crashes, les accidents de voiture que veut créer Justin Gaethje, vous allez avoir des collisions entre les deux mecs. Et là, on est sur du 50-50. Après ça, Michael Chandler, vous le voyez, et on en avait parlé, je crois que maintenant il est à plus de défaites que de victoires dans ces combats qui sont prévus en 5 rounds.
D'un côté, donc, on l'a dit, Justin Gaethje qui a un petit peu de mal avec une pression ultra suffocante, souvenez-vous, le combat contre Khabib Nurmagomedov, mais vous vous souvenez, si vous avez vu aussi le combat contre Khabib, parce que je pense que tout le monde a vu ce combat-là de Justin Gaethje contre Khabib, il y a un moment donné, donc, les meilleurs leg kickers de la catégorie lightweight, il y a eu une grosse alerte pour Khabib dans ce combat-là. Et quand il y a eu cette grosse alerte-là pour Khabib, il fallait qu'il mette au sol Justin Gaethje, il a réussi à le mettre au sol, et ensuite, triangle choke, emballé, c'est pesé, c'était terminé. Avec un JJB vraiment où là, Khabib a montré quand même sa nette supériorité, et surtout, les limites de Justin Gaethje, qui déjà, à la fin du premier round, bon, le bras aurait pu sauter s'il y avait eu quelques secondes de plus. Michael Chandler, vous vous souvenez aussi, si vous l'avez vu, le combat contre Charles Oliveira, qui a très bien résisté au JJB de Charles Oliveira, qui compte aussi des victoires par soumission au cours de sa carrière, donc je mets l'avantage en JJB du côté de Michael Chandler. Mais là, pour revenir à Justin Gaethje, c'était vraiment au niveau du kicking game que je voulais insister. Parce que quand vous regardez la posture de Michael Chandler, énormément de poids sur sa jambe avant, et là il va pas se faire prier Justin Gaethje. Et à la différence de Khabib, où là moi, j'ai des inquiétudes vraiment pour Michael Chandler là-dessus. Quand Khabib dit « il faut que je te mette au sol », rares sont ceux qui peuvent lui résister. Justin Gaethje, ancien lutteur NCAA, tout comme Michael Chandler, mais qui est réputé, il a fait aussi des séances de lutte avec des lutteurs de niveau olympique. Jordan Burroughs par exemple, qui est réputé pour sa lutte défensive. Quand Justin Gaethje aura démonté la jambe de Michael Chandler, et que Michael Chandler va se dire soit faut que je le mette KO, soit vraisemblablement faut que j'arrive à l'amener au sol, je pense que ça va être une autre histoire pour Michael Chandler. Et c'est là que le combat va être très intéressant, et c'est aussi pour ça que je pense que ça va être assez compliqué, mine de rien, pour Michael Chandler, si il ne finit pas Justin Gaethje au premier round. Parce que quand il va y avoir une espèce de sentiment d'urgence, là où Khabib a pu faire la différence, ça risque d'être assez compliqué pour lui, et surtout, mine de rien, Justin Gaethje, il faut qu'on en parle, c'est quand même un des mecs les plus durables de la catégorie, car oui, vous allez me dire, il a été fini par Eddie Alvarez, il a été fini par Dustin Poirier, mais c'était à chaque fois lors de guerres, à chaque fois c'était pas des one-punch knockouts, c'est que il était complètement à bout de course, et à bout de course, Dustin Poirier et Eddie Alvarez dans ces combats-là, était pas en grande forme non plus, hein, et d'ailleurs Dustin Poirier est passé à ça de se faire finir, et il en parlait assez récemment, il a dit vraiment les leg kicks de Justin Gaethje, c'est vraiment quelque chose. Donc bref, ça va être un combat qui s'annonce absolument dingue, entre deux mecs qui là vont aller pour finir leur adversaire. À chaque fois, les deux ont des armes vraiment pour se répondre, même si là pour moi la durabilité de Justin Gaethje n'est plus à prouver. Le combat contre Tony Ferguson où il se prend un énorme knockdown sur un uppercut, peut-être sauvé par la cloche, mais n'empêche qu'ensuite il roule complètement sur Tony Ferguson. De l'autre côté, Michael Chandler, moi je commence à avoir un petit peu cette peur-là, je sais pas ce que vous en pensez, où certes il met énormément de KO, mais il se fait aussi mettre KO, et j'ai peur que le poids des guerres contre Eddie Alvarez, le poids des KO aussi, mine de rien, hein, Patricio Pitbull frère, et Charles Oliveira récemment, à 35 ans, ça commence un petit peu à le rattraper. Justin Gaethje, jusqu'au combat contre Tony Ferguson, c'était assez tranquille. Quand je dis c'était assez tranquille, il y a eu cette période jusqu'à son opération des yeux, et puis un petit peu au recadrage de Trevor Whitman, où il était un petit peu feu follet, il était invaincu en carrière, mais il a vu beaucoup de guerres. Michael Johnson, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, j'en ai parlé précédemment. Et ensuite, il a un petit peu cruisé. Donald Cerrone, James Vick, Edson Barboza. Tony Ferguson, il est nettement dominé, mais je mets ça comme une mini-guerre parce qu'il s'est quand même pris pas mal de coups lors de ce combat. Et donc, il y a eu le combat contre Habibou. Bon, il s'est fait étrangler, il s'est fait endormir, c'est terminé. Là, vraiment, pour moi, pour Michael Chandler, je commence un petit peu à m'inquiéter, aura-t-il cette capacité à justement pouvoir durer face à un Justin Gaethje qui aujourd'hui ne montre aucun signe de fatigue. Ça va être quand même intéressant de voir comment il revient après cette défaite face à Khabib Nurmagomedov, et surtout le fait d'avoir, je vais pas dire exposé, mais on se posait beaucoup de questions sur Justin Gaethje, parce que jusqu'à maintenant, sur sa lutte, à l'UFC en tout cas, le meilleur lutteur qu'il avait affronté jusque-là c'était Dustin Poirier, mais il n'avait pas pu utiliser cette lutte-là, en tout cas cette lutte défensive. Contre Khabib, il a été mis au sol plusieurs fois, et surtout
en JJB, il a montré ses limites. Et donc là où avant il y avait un point d'interrogation, mais un point d'interrogation qui peut jouer en sa faveur ou en sa défaveur, j'ai plutôt envie de dire en sa faveur, parce qu'entre ce que Jordan Burroughs, donc champion olympique de lutte, disait à propos de Justin Gaethje, et ce que Justin Gaethje disait lui-même à propos de ses entraînements en lutte, de ce que son corner disait, de son pédigré aussi, ancien lutteur de niveau NCAA, je le rappelle, plus tout ce que vous pouvez voir comme vidéo, c'était quelque chose qui était assez rassurant. Là, vous avez eu le plus gros combat de sa carrière, où clairement, dès que ça a été au sol, même s'il a eu une très bonne défense de lutte sur Khabib, surtout face au deuxième takedown, c'est juste que là, si vous voulez, vous avez une différence de niveau qui est stratosphérique. De Dustin Poirier en parlait la dernière fois, il a dit Khabib, ses mains, ses pieds sont comme des mains, il connaît toutes les positions, il sait comment utiliser son corps, comment utiliser la balance, comment vous faire basculer d'un autre côté, comment avancer parfaitement dans les positions. Il était en mode, il le dit même, il dit il est bon, il est si bon ce mec. Donc bref, vous avez vraiment un autre niveau pour Khabib. Mais moi, ce qui m'a vraiment inquiété, c'est les limites en JJB de Justin Gaethje. Et là, Michael Chandler aurait peut-être quelque chose à faire là-dessus s'il voulait le mettre au sol. Et sachant que je pense qu'à mon avis que Michael Chandler, s'il veut vraiment réussir, il doit imposer une pression, pas être à 150%, parce que clairement, s'il ne finit pas Justin Gaethje au premier round, ça risque d'être très très chaud pour lui. Imposer une pression mixée et essayer de mettre au sol Justin Gaethje, et s'il arrive à le mettre au sol, justement progresser en JJB pour essayer de le finir de cette manière-là. Mais sinon, à mon avis, s'il fait du Michael Chandler de d'habitude, ça risque d'être assez compliqué, parce qu'être à 150% face à Justin Gaethje, et si vous n'arrivez pas à le finir, j'ai pas envie d'être le mec qui a Justin Gaethje au deuxième round quand vous commencez à être un petit peu à bout de souffle. Donc voilà pour ma part, en tout cas ce combat-là s'annonce particulièrement violent, entre deux mecs qui sont parmi les meilleurs du monde dans leur catégorie de poids des moins de 70 kg. Ça pose toujours la question de que faire de Beneil Dariush, parce que là on a le 4 contre le 2, ensuite on aura le 1 contre le champion, donc Dustin Poirier contre Charles Oliveira à la fin de l'année. Peut-être que Beneil Dariush, qui a le même manager qu'Islam Makhachev, prépare un combat contre Islam qui est lui numéro 5. Personnellement, moi je croyais que ce serait pas mal, et puis on sera en novembre, ça me paraît un petit peu juste pour pouvoir préparer ensuite l'échéance de décembre, mais c'est vrai que si vous faites n'hésitez pas à dire d'ailleurs ce que vous pensez de cette petite idée de matchmaking. Ouais, 3 contre 5 si on fait Beneil Dariush contre Islam, comme tu as dit, Pele Zaka, mais de faire, si vous voulez, Michael Chandler contre Justin Gaethje, qui ensuite affronte le vainqueur de Beneil Dariush, Islam Makhachev, pour le prochain title shot. Ça permettrait, à mon sens, de mettre vraiment un petit peu de clarté dans cette catégorie qui est complètement chargée, et qui reste complètement chargée, quasi surchargée, malgré le départ de Khabib dans Magomedov. Donc, oui, voilà, exactement, je suis entièrement d'accord avec toi, cette catégorie est encore folle malgré le départ de Khabib, c'est de loin ma préférée, et au cœur qui reviendra bientôt aussi. Je suis entièrement d'accord avec vous, messieurs, c'est vraiment, la catégorie est passionnante à ce niveau-là, il y a pas mal de mecs en plus qui veulent avancer, c'est ça qui est bien, contrairement à la catégorie un petit peu welterweight, où quand vous regardiez qui avait affronté qui, hormis Kamaru Usman, les membres du top 5, et puis jusqu'à là, quand on a eu Burns contre Wonderboy, aucun membre du top 5 ne s'était affronté. On est dans une catégorie lightweight où tout le monde affronte tout le monde, et c'est ça qui est vraiment plaisant. Donc moi j'espère qu'on va avancer un petit peu dans cette direction-là, et qu'on aura ensuite une vraie hiérarchie, si vous voulez, au sein de cette catégorie, parce que tout va si vite. Les classements aussi ne veulent pas dire grand-chose mineur, parce que Beneil Dariush est quand même devenu 3ème de la catégorie en s'imposant contre Tony Ferguson. Tony Ferguson qui, après sa défaite contre Beneil Dariush, est sur 3 défaites consécutives. Donc vous voyez, on est un peu dans une situation où, là, on sait juste que la catégorie est blindée, mais après, de faire un classement clair, il y a même pas mal de gens qui pensent que Charles Oliveira n'est pas le meilleur de la catégorie malgré son statut de champion, donc faudrait quand même que ça bouge un petit peu de ce côté-là. Je vais peut-être prendre une ou deux petites questions. Le cas Conor, on en a parlé pas mal de Conor McGregor, on va attendre un petit peu avant d'en reparler. Pourquoi pas un Hooker Ferguson? Oui, je serais pas contre ce combat-là, parce que c'est vrai que, ce serait très plaisant pour les fans, comme le Chandler Gaethje, clairement l'UFC il le fait parce qu'aussi ils savent très bien que ça va être
une dinguerie absolue pour les fans de MMA. Je serais assez intéressé. Je serais assez intéressé par ce combat-là. Parce que franchement, on a deux gars qui là sont dans une situation un petit peu compliquée dans leur carrière, de défaites consécutives pour Dan Hooker, qui a évoqué une possible retraite, et de l'autre côté, Tony Ferguson, aucune question de retraite pour lui, mais 3 défaites consécutives, 38 ans Tony Ferguson. On commence mine de rien à avoir des petits flashs de faudrait peut-être arrêter, même si toi t'as pas envie d'arrêter, on va peut-être gentiment te pousser vers la sortie. Donc moi je serais d'avis de faire ce combat-là. Sauf que Dan Hooker, je crois qu'il est 8ème. Enfin bref, c'est au niveau du classement, ça a du sens. Au niveau de ce qui se passe dans leur dynamique de carrière, je trouve que ça a du sens aussi. Donc franchement non, je pense que ce sera un bon combat pour les deux hommes, histoire de se remettre en selle, et surtout le vainqueur, à mon avis, il aura une petite hype, parce que on le sait tous, ça risque d'être une grosse guerre s'ils s'affrontent tous les deux, donc franchement ce serait assez bien. Et puis vraisemblablement main event d'un UFC Fight Night. Donc dernière question donc, de John P. Qu'est-ce que devient Edson Barboza? Et oui, bah voilà, dans cette catégorie lightweight, il n'y a pas de place pour tout le monde, donc certains sont obligés de descendre. Edson Barboza, qui lui est descendu chez les featherweight, qui sort d'un très gros KO face à, j'ai oublié son nom, n'hésitez pas à le rappeler dans le chat, en commentaire sur YouTube, bien évidemment. Je pense que vous le savez, enfin, je pense que vous avez tous son nom, un mec de Boston. Voilà, contre Burgos, merci beaucoup monsieur, contre Burgos, donc très gros KO de la part d'Edson Barboza, qui là va bientôt revenir contre contre un des autres gros noms de cette catégorie, enfin en tout cas quelqu'un qui est en train de monter, exactement, Shane Burgos. Donc ouais, Edson Barboza qui est en train de se refaire une santé au sein de cette catégorie featherweight. Personnellement, moi je trouve que c'est assez intéressant pour lui, parce que déjà, il montre qu'il est increvable, si vous voulez, Edson Barboza, que dans cette catégorie, malgré un cut qui doit être assez imposant, il a vraiment sa place là parmi, pour l'instant encore, pas parmi les contenders, mais c'est quand même... on s'en rapproche lentement mais sûrement. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'a fait Edson Barboza par rapport à la suite de ses cas, le fait d'avoir fait son move chez les featherweight. J'avais un petit peu de doute au début, un peu comme José Aldo quand il est descendu chez les bantam. Là franchement, ça devient intéressant pour lui. Et selon toute vraisemblance, oui voilà, c'était ça. L'UFC a finalisé le main event contre Giga Chikadze, donc qui est un ancien kickboxer, qui lui aussi veut vraiment monter chez les featherweight. Il a call out Max Holloway. Pour l'instant, faut y aller assez tranquille. Et donc on aura Edson Barboza contre Giga le 28 août prochain, main event d'un UFC Fight Night. Là aussi, quand on dit que l'UFC de temps en temps book des combats juste pour les fans, c'est ce genre de combat-là. Ça va être la folie furieuse. J'aurais peut-être préféré un autre combat pour les deux autres, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au point ils en sont dans leur carrière, qu'ils aillent vraiment beaucoup plus vers l'avant, là ça va être une guerre, mais un peu comme quand on a eu Brad Riddle contre Drew Dober, si vous voulez. Ça va être une folie absolue, ça va pas les faire progresser, enfin le vainqueur va pas énormément progresser dans les rankings, mais nous, on va vraiment prendre notre pied en regardant un combat comme ça. Donc voilà, messieurs, alors, mais pour toutes les autres questions, on revient très rapidement, et puis voilà. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. On revient lundi pour faire le récap complet de la... Oui, c'est tout, c'est déjà fini. Ben oui, je sais les gars. Du coup, lundi, 16h, pour récap complet, enfin, preview complète de la carte de l'UFC 265. Vous pourrez poser toutes vos questions. On sera là. Ensuite, ne vous inquiétez pas, ce sera diffusé ensuite sur YouTube, un petit peu monté bien évidemment sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à tous pour votre fidélité, pour la force que vous nous donnez. On progresse énormément et ça avance très sérieusement. Là, regardez, on est le 31 juillet et très bonne nouvelle et breaking news. Alors n'hésitez pas à lui souhaiter la bienvenue full time. Polydomso nous rejoint à plein temps à partir du 1er août et ça, je vous le dis vraiment, c'est grâce à vous, parce que sans votre soutien et sans... Enfin, vous nous permettez de faire énormément de choses. Sans ça, on n'aurait pas pu déjà passer de Guillaume tout seul à Rusty B plus Guillaume. Et là maintenant, Rusty B, Guillaume et Polydomso, le trio est au complet. À très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out, vous le savez, My Sweet Pea, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See you very soon.